bonjour à tous. On est donc là pour se parler. Alors, Tintamarre dans le monde du silence, ça vous annonce un peu le thème. L'océan, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. On n'en parlait pas beaucoup ces dernières décennies, ou en tout cas pas comme on aurait aimé du côté scientifique. C'est un sujet qui est de plus en plus présent, vous en entendez parler dans les médias, il y a différentes sources de pollution qui font qu'on parle de l'océan. Alors, le grand sujet depuis quelques années, et particulièrement l'année dernière, ça a été les annonces sur la pollution par les plastiques. Il y a eu les marées noires qui avaient fait suffisamment parler d'elles dans les années précédentes. Le climat, évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup, donc du coup, le sujet océan est amené, bon an, mal an, selon les années et l'intérêt des gens qui le traitent. Et il y a un sujet dont on parle peu, en tout cas au niveau du grand public et des médias, c'est le sujet de la pollution sonore. Alors le son, c'est quelque chose qu'on appréhende plus ou moins dans ce qui concerne l'océan. En France notamment, puis un peu à l'international parce que ça avait fait du bruit au niveau international, on a l'habitude d'en parler de l'océan comme étant le monde du silence. C'était comme ça que ça avait été présenté par un monsieur avec un bonnet rouge. L'idée c'est qu'aujourd'hui en fait ce monde du silence, il est plus si silencieux que ça, et puis finalement on se demande s'il a toujours été. Et pour amener cette idée de c'est quoi le bruit, c'est quoi les bruits sous l'océan, je vais donner la parole pour commencer à Laurent Chauveau. Merci de me donner la parole, de m'avoir invité. Oui, donc j'ai à ma charge d'enfoncer quelques portes ouvertes et de dénoncer quelques évidences. Le son se propage d'abord extrêmement bien sous l'eau, à des vitesses 5 fois supérieures à ce qu'il est capable de faire dans l'air. C'est encore pire quand on est en train de parler de la glace, on pourra peut-être parler de ça, mais il se propage encore mieux dans la glace de mer. Et je peux te donner l'exemple où vous essayez d'imaginer que vous êtes plongeur et que vous vous immergez dans l'eau. On a dans cette eau 3 grandes catégories de bruits qui apparaissent. Des bruits qui sont naturels, qui appartiennent à ce qu'on appelle la géophonie, et qui sont liés au fait que des vagues peuvent faire du bruit. En fait, vous entendez l'état de la mer quand vous êtes sous l'eau. Ensuite, vous entendez les tremblements de terre. Alors ça, c'est pas commun, mais il y a des chercheurs qui s'intéressent, notamment à Brest, au bruit que font les tremblements de terre, et même les localisent grâce à des hydrophones. Vous entendez très très bien la pluie, bref, un ensemble de sons. Alors quand j'ai parlé de la glace, c'est vrai en Antarctique, vous entendez les bruits de glace, les glaciers qui vèlent, vous pouvez les entendre à quelques centaines, voire un millier de kilomètres, vous entendez à 2000 mètres de fond dans l'océan Indien, le bruit de l'Antarctique assez clairement, avec des saisons de vélage, bref, la géophonie c'est ça. Ensuite, là-dessus, c'est pas un mystère parce que c'est des sons que vous connaissez, vient se superposer de la biophonie. Alors là, quand on dit ça, on imagine tout de suite des baleines, des cétacés, on imagine des dauphins et des phoques en train de répondre à quelques appels hormonaux. Bon. Et ensuite arrivent des choses qui sont un peu plus subtiles, qui nous intéressent vraiment. Là, je parle Frédéric Olivier et moi, et une communauté de plus en plus large, et de façon complètement nouvelle. Ça fait quelques années qu'on s'intéresse au bruit que font évidemment des poissons en milieu corallien, ça c'est connu depuis longtemps, mais des poissons en milieu tempéré, et de façon plus étonnante, des coquilles Saint-Jacques, des oursins, aujourd'hui des jeunes font des thèses sur le bruit que font des homards ou des langoustes en Bretagne, et est-ce que ces bruits, à quelle distance c'est audible, on pourra en parler, mais on arrive à des chiffres complètement dingues, et à quelle distance ils sont audibles et à quoi ça sert. Et à l'inverse, on pourra en parler ensemble aussi, comment ces bruits peuvent être perturbés par la 3e catégorie de sons, que sont les bruits dits de l'anthropophonie, c'est-à-dire générés par l'homme, des bruits de bateaux, des bruits de sonar, des bruits d'explosions militaires, des bruits de construction navale en général, et j'en oublie, les bruits de plongeurs sous l'eau, vous pouvez imaginer, et dans la grande catégorie des choses qui sont très d'actualité, c'est les bruits liés à l'installation d'éoliennes ou d'hydroliennes offshore, des bruits de battage ou des bruits de forage qui sont imposés par l'installation de ces éoliennes. Bon. Voilà, 3 grandes catégories, l'anthropophonie, la biophonie et la géophonie. Merci.
pour cette présentation des différents bruits. Alors il y en a un qui nous intéresse, qui intéresse en ce moment la communauté internationale qui s'intéresse au sujet de la mer et du son, c'est le sujet du transport maritime. On est en plein dedans, nous, avec le programme Esprit de Vélox. Le transport maritime, c'est une grande cacophonie, parce qu'on en a de tous les genres, de tous les bruits. Il y a des études qui sont faites aujourd'hui pour mieux les comprendre, et Frédéric Olivier, je vous laisse la parole pour nous expliquer ce que vous faites sur ce sujet. Alors, merci de m'avoir invité. Les questions qui se posent à l'échelle quand même mondiale, c'est une augmentation du trafic maritime, et avec, des bateaux de plus en plus gros, des bateaux qui vont... dont le trafic va augmenter dans des zones qui n'ont jamais été colonisées jusqu'avant. On pense notamment aux endroits où on va souvent au Groenland, avec des fjords qui ne reçoivent qu'un seul cargo par an maritime. Et les bruits qui sont émis par ces bateaux sont des bruits qui sont émis d'abord par la propulsion, par les moteurs, donc les moteurs diesel, par les hélices, par le type d'hélice, par des groupes électro aussi, et puis cela dépend un petit peu de la vitesse. Tout ça est lié quand même pas mal à la vitesse, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une relation quand même entre l'intensité de ce bruit et la taille des bateaux et la vitesse. Alors pour avoir un ordre de grandeur sur les bruits, on va parler de dB, de décibels, il y a pas mal de personnes. Les décibels de bruit qu'il y a entre l'air et l'eau, l'intensité du bruit n'est pas calculée de la même manière. On va avoir à peu près 60 dB de différence entre un bruit qui est mesuré dans l'air et dans l'eau. Il faut voir que quand on met un hydrophone, par exemple en baie de Saint-Brieuc, on va avoir un paysage sonore qui va être à peu près à 100 dB. Si vous enregistrez un petit bateau de pêche, vous allez passer à 140 dB, donc juste sous le bateau. Donc ça, c'est 40 dB, ça paraît pas énorme comme ça, mais dès que vous changez 20 dB d'augmentation, vous allez multiplier par 10 le niveau sonore. Donc 40 dB, vous multipliez par 100. Et si vous passez sur des grands cargos ou des porte-containers, on peut atteindre des valeurs de 180 dB, 190 dB. Donc nous, on travaille beaucoup pour voir comment l'impact de ces bruits peut avoir une influence sur la faune marine. Et il faut voir aussi que vous avez des niveaux sonores qui vont être importants, qui peuvent se propager sur des distances plus ou moins grandes. Il faut imaginer qu'il y a une décroissance logarithmique entre la source d'un bateau et puis, la distance à laquelle on va se placer par rapport à ce bateau. Donc un bruit de petite embarcation, vous allez l'entendre jusqu'à 10 km. Un gros bateau, ça peut atteindre 100 km, et quand on est sur des bruits de battage, ça va beaucoup plus fort. Et vous, du coup, le bruit, vous l'étudiez particulièrement sur un projet notamment en matière de transport? Alors c'est un projet qui est pas encore débuté, on vient d'avoir les financements, donc c'est un projet qui est une collaboration entre la France et le Québec sur l'impact du trafic maritime, notamment lié aux cargos, aux vraquiers qui traversent le Saint-Laurent, et essayer d'imaginer les impacts que peuvent avoir ce trafic maritime via l'acoustique, les impacts de son, et aussi les contaminants qui sont liés aux peintures anti-fouling ou aux anodes. On va étudier ça à Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis on va étudier ça aussi dans des conditions expérimentales. Voilà. Ok, donc un projet à suivre. Projet à suivre qui commence le 1er avril pour 3-4 ans. Voilà. Ok, on se reverra pour en reparler. L'image qu'on a le plus en tête par rapport au son qui pourrait provenir de l'océan, c'est celui des grands animaux marins. Et bien souvent, alors on peut penser soit qu'ils s'entendent plus, soit qu'ils entendent trop de bruit. Ils sont touchés, ça c'est une certitude. Et ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont étudiés, et Anna va pouvoir nous en parler un peu du point de vue de l'impact biologique. Oui, alors voilà, donc je vous ai préparé une première slide, je pense qu'elle va arriver sous peu, qui vous montre ce que c'est que l'intérieur de l'oreille d'une baleine. C'est un objet, cette cochlée, cette partie anatomique
C'est un objet qui tient à peu près dans la main, si on peut s'imaginer vraiment ces coquillages des pays exotiques. Et cet appareil qui est magnifique, pour une baleine de 8 à 10 mètres, donc c'est à peu près la taille d'une main, eh bien, c'est la partie qui est juste à l'arrière de l'œil d'une baleine, qui est sous la peau. Il n'y a pas de, comme ici, que chez l'être humain, un conduit auditif, et qui est protégée de la pression de l'eau, puisque quand une baleine plonge, eh bien, évidemment, il y a beaucoup de pression sur cet appareil auditif fragile, par de la cire qui est pleine. Donc le système auditif d'une baleine est très très bien protégé par rapport à celui d'un être humain. Et pourtant, quand ces animaux reçoivent des impacts sonores comme ceux qui viennent d'être décrits, eh bien ça peut les tuer. Ça peut les tuer par des hémorragies internes, donc dans différents organes, mais notamment dans les oreilles. Et si ça ne les tue pas, donc cet organe osseux qui est donc visible sur la diapo, eh bien, il est recouvert d'une membrane et à l'intérieur, il y a des cils. Et c'est ce système-là qui lui permet d'entendre. Ce n'est pas la même anatomie que chez nous. Et cet organe peut se remplir de sang ou bien les cils peuvent être cassés, brisés, et ça ne se répare pas. Donc, on a sur la Terre, dans les océans aujourd'hui, de nombreuses baleines qui sont devenues sourdes. Je vous ai mis ici les informations générales, mais je ne vais pas les détailler, ça sera plutôt pour les questions, prenez les parties en gras, c'est un problème de timing. Mais effectivement, les cétacés sont très impactés par ces questions de son. Voilà, l'ampleur du problème, hein. On se dit peut-être que le son, finalement, le son anthropique, c'est un problème d'ordre secondaire. En fait, non. Hein, 3/4 de la surface de la Terre, c'est fait d'océans, tout le monde le sait, et plus de 80% de la population humaine vit près des côtes. Donc nous avons besoin de ces activités maritimes en tant qu'espèce humaine, et l'impact que nous avons sur ce milieu augmente évidemment avec la taille de la population humaine. Je vous ai mis ici là où on va, hein. Ce sont des chiffres de l'ONU, c'est pas moi qui les invente. Et puis évidemment, si on multiplie le nombre de clics Google qui sont faits par individu multiplié par le nombre de personnes, eh bien on se rend compte que cet impact il est énorme, et on vous expliquera un peu après pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie, pour évaluer l'impact sonore, pourquoi est-ce qu'on étudie plutôt les cétacés? Parce que vous voyez sur cette photo, on devine une petite ombre sur l'eau. C'est à peu près ce qu'on sait des cétacés par rapport à ce qui existe de connaissances scientifiques sur la Terre. Ben, il y a des raisons très pratiques. Les cétacés sont partout dans les océans. Ils se déplacent, ils font des grands déplacements. Donc si on apprend à étudier l'impact du son sur les cétacés, on va avoir des informations qui vont être utilisables globalement. Et puis en plus, ils sont plutôt sympas. Donc c'est plutôt intéressant d'étudier ça sur les cétacés que sur les requins, par exemple. Donc, une chose très importante, et si vous retenez seulement une chose de ce que je vais vous dire, c'est ça. Quand une baleine n'entend plus, elle ne voit plus. Pourquoi? Ben, c'est très simple, en dessous de 100 mètres, il fait noir. Les baleines vivent plutôt en dessous de 100 mètres. Voilà, donc là, je vous ai détaillé un certain nombre de choses sur lesquelles je vais passer rapidement parce que je ne veux pas me faire gronder par Sarah. Les cétacés ont deux utilisations principales du son. Le premier, c'est leur vie sociale, et le deuxième, c'est leur vie alimentaire. Donc on imagine bien que c'est extrêmement important pour eux de pouvoir entendre. Voilà, alors un exemple. Voilà à peu près ce que traverse une baleine quand elle fait sa migration, tout ce qu'elle peut rencontrer. C'est pas du tout anecdotique, hein. Alors ici, on a l'exemple d'une baleine qui fait une migration avec donc le trajet qu'elle parcourt de l'Arctique jusqu'aux mers chaudes du Mexique, dans les zones tropicales. 5 ports majeurs dans l'océan Pacifique doivent être traversés avec le trafic maritime que ça représente. Et puis, ça je vous en parlerai tout à l'heure, un ornithologue, on n'est pas de tout dans les oiseaux ici, mais ça fait rien, le sujet peut être transféré, nous a dit il y a quelques années, et je pense que cette notion-là est très importante, il faut sauver les baleines, parce que nous n'avons pas besoin d'elles
pour la pérennité, excusez-moi, je vais me mettre à l'envers pour le lire, pour la pérennité de notre écosystème et donc de notre survie, mais parce que nous avons besoin de développer des qualités humaines qui sont celles dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. Donc l'étude du son, c'est une partie, bien sûr, qui a une valeur scientifique tout à fait essentielle pour les raisons de volumétrie dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué très rapidement, que j'ai survolé. Mais l'étude du son, elle va aussi nous aider à évoluer autrement dans notre biotope commun. Je vous remercie. Et voilà, un œil de baleine grise. Merci Anna. Donc vous l'avez compris, hein, le bruit il est présent, il peut être alors, très intense ou parfois plus doux. Il a des impacts, ce bruit, alors on l'a compris aussi, ces impacts peuvent quand même être particulièrement négatifs, pouvant conduire en tout cas pour les cétacés jusqu'à la mort. Mais est-ce qu'il est que négatif ce bruit? Est-ce que les impacts sont uniquement négatifs? Parce que c'est enregistré comme une pollution, mais le son laisse aussi sa part de surprise. Et pour en parler, je reviens vers Frédéric Olivier. Quand on a discuté pour préparer cette table ronde, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que le bruit pouvait conduire à la métamorphose. Oui, tout à fait. Ce sont des résultats. Alors, je vais peut-être rappeler des bases hein, sur le cycle vie des invertébrés au sens large. Dans nos mers tempérées, la majeure partie à peu près 2/3 des invertébrés possèdent des stades larvaires. Donc ils vont pondre des œufs et puis émettre des spermatozoïdes dans la colonne d'eau. On va avoir une fécondation, il va y avoir des stades larvaires. Ces stades larvaires vont rester à peu près plusieurs jours à plusieurs semaines, à peu près jusqu'à 4 semaines dans la colonne d'eau. Et ils vont revenir près du fond et se fixer, ce qu'on appelle la fixation primaire, se fixer, se métamorphoser. Et ce passage-là, vraiment, de la vie pélagique, de la vie dans la colonne d'eau à la vie benthique, c'est un passage qui est vraiment qui demande beaucoup d'énergie, qui est trop... si nos larves vont pas assez manger pendant leur phase pélagique, elles peuvent avoir des gros problèmes de mortalité. Elles sont obligées de sélectionner un certain habitat, parce que quand on est un balane, il faut bien reconnaître, ou une moule, il faut essayer de se fixer sur l'habitat des adultes, donc il faut savoir le reconnaître. Et ce passage de la vie pélagique à la vie benthique, on va avoir 98% de mortalité. Donc moi je travaille beaucoup sur le déterminisme, tous les facteurs qui peuvent intervenir. Alors il y a plein de choses, hein. Il y a l'état de la larve, il y a son environnement, la physique, les courants et tout ça. Et on s'est intéressé il y a 5 ans à des aspects sonores. On avait vu quelques papiers qui montraient que sur des huîtres, vous pouvez y avoir une influence de bruits très très puissants, hein, des explosions lors des prospections en sismique. Et donc on a travaillé sur des bruits de bateaux. Un bateau de pêche, on a été l'enregistrer à l'île du Prince-Édouard, on a mis des hydrophones dans l'eau, on l'a écouté, on a remis ce son dans des conditions expérimentales, dans des bacs. Et à notre grande surprise, on s'est aperçu que ce passage de la vie pélagique à benthique, là, on augmentait, on doublait presque ce captage, hein, qui est très intéressant par exemple pour un ostréiculteur, hein, quand il a un captage d'huîtres qui marche bien ou un captage de moules qui marche bien, bah, sur les moules, on montrait qu'on avait une stimulation qui se faisait. Et donc on avait plutôt quelque chose qui était positif, qui pouvait arriver au niveau de nos petites larves. Deuxième chose, on a vu aussi que c'était quelque chose qui changeait en fonction de l'environnement nutritif, on va dire, hein, donc, qui avait donc des phénomènes qui étaient assez complexes. Donc là, on est en train d'ouvrir tout un pan de recherche sur ces relations entre les bruits sonores et l'écologie larvaire. On reviendra peut-être un petit peu là-dessus plus tard sur un projet qu'on a en ce moment sur l'impact des parcs éoliens, et notamment des bruits de battage de pieux lors de la phase de construction. Eh bien, les premiers résultats sur les coquilles Saint-Jacques montrent des choses qui sont plutôt positives aussi. Mais tout ça est spécifique à chaque espèce. Donc c'est un pan de recherche qu'on est en train de développer, qui demande des compétences qui viennent de l'ingénieur et aussi des compétences de biologiste, et qui vont nous donner du travail, je pense, pour la décennie au moins à venir. Merci. Un autre exemple du son qui est utilisé, alors on pourrait l'espérer à des fins 100%
positive, mais qui a sa part de risque, c'est ce qui est utilisé actuellement, par exemple, pour des dispositifs de répulsifs acoustiques, on va dire ça comme ça, pour empêcher la capture de certains mammifères marins et qui, finalement, ont aussi leur part de risque. Donc le positif, il est quand même à mesurer, et pour ça, je laisse la parole à Jérôme Spitz. Oui, en effet, on voit souvent, et je pense principalement, on l'a vu et on le verra après, par la suite encore, le bruit anthropique comme une pression supplémentaire sur, sur le monde vivant. On a tout de même essayé d'utiliser le bruit et certaines productions, on va dire, d'origine humaine pour régler certains problèmes et trouver des solutions à des compromis entre développement de certaines activités économiques et certains impacts sur les populations d'animaux sauvages. Et on pense au milieu marin, en fait, certains problèmes liés notamment à des animaux, principalement des mammifères marins, des phoques, des otaries ou des cétacés qui viennent soit s'alimenter ou détruire des fermes aquacoles ou des filets, et également, ce qui fait une actualité malheureusement régulière sur nos côtes, des animaux qui sont capturés dans des engins de pêche et qui meurent dans ces engins-là. Une des solutions qui a été imaginée il y a déjà quelques années et qui a été développée par certains, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des pingers, en fait des répulsifs acoustiques, partant de l'idée qu'en émettant des sons, on allait effrayer ou en tout cas repousser les animaux de zones soit à risque, à protéger, tant pour eux-mêmes que pour certaines activités humaines. Donc ça a été développé dans différentes régions du monde, dans certains coins avec un certain succès, dans d'autres avec un certain nombre d'effets également négatifs, quoi. Dans les effets négatifs de ce son, on avait dans certains cas certains animaux qui avaient bien compris que les émissions sonores localisées étaient plutôt un appel à un garde-manger, avec du coup certaines espèces qui venaient du coup chercher de la nourriture dans des filets ou des fermes aquacoles et entraînaient finalement plus de dégâts pour les pêcheurs, voire plus de captures accidentelles. Un autre problème aussi, si on peut imaginer de manière assez locale et ponctuelle, se dire tiens c'est une bonne idée, on va mettre un petit peu de bruit et ça va effrayer les animaux pour finalement leur propre survie. Si on déploie ça à très grande échelle, là on peut avoir à multiplier de manière très très impressionnante le bruit diffusé dans le milieu marin. Donc on a différents projets, entre autres dans le golfe de Gascogne, sur donc, des pingers, sur certains types de chalutiers, qui ont montré déjà des résultats assez encourageants, mais pour une flottille de 13 bateaux. Certains veulent généraliser ça à d'autres types de pêcheries, comme des filets, où on a à peu près 500 fileyeurs dans le golfe de Gascogne, des milliers de kilomètres, et mettre un effaroucheur acoustique tous les 100 mètres de filet entraînerait une pollution acoustique et probablement aussi des dommages collatéraux avec des déplacements de population ou des captures plus fortes dans d'autres engins qui pourraient être assez néfastes, en tout cas aller à l'opposé de la cible, quoi. Sachant ça, on va essayer quand même d'utiliser cet outil bruit, en tout cas certains collègues utilisent cet outil bruit pour prévenir ou diminuer certaines pressions en affinant un petit peu le problème. D'une part, donc, il y a des projets en cours à l'heure actuelle pour développer un petit peu des effaroucheurs intelligents, soit en ayant des effaroucheurs qui vont s'enclencher uniquement si en fait eux-mêmes entendent des dauphins, ce qui évite d'avoir en fait un bruit permanent, mais en fait un bruit ciblé si l'effaroucheur entend des individus autour de lui. De cibler aussi la direction du bruit, de ne pas avoir une émission de bruit, on va dire, à 360 degrés, mais simplement centrée par exemple sur l'entrée de chalut. Mais encore sur un principe d'avoir un bruit en fait qui dérange parce que le niveau sonore dérange, quoi. Et peut-être ce qui va être assez nouveau et avec un programme qui va commencer l'année prochaine avec des collègues acousticiens qui veulent plutôt utiliser en fait des signaux sonores naturellement émis par les animaux comme des signaux d'alerte
pour que les animaux entendent et soient prévenus, on va dire, sur des bases de communication plutôt que sur des bases de gènes auditives. Il peut à la fois avoir une habituation et une pollution sonore supplémentaire. Donc encore une belle voie de recherche. Merci. Donc le bruit dans le monde de la recherche, c'est alors en fonction des sujets quelque chose de plus ou moins nouveau. Ça dépend des sujets sur lesquels on travaille respectivement. Je vais continuer à donner la parole à Jérôme. Sur les cétacés, c'est pas nouveau. Non, sur les cétacés, c'est pas nouveau. Je pense que ça fait plusieurs décennies qu'on perçoit le risque bruit. Alors, ce qui est intéressant, le risque bruit va être quelque chose aussi de complexe. On va parler de différentes. Il va s'exprimer à différents niveaux, avec différents niveaux de pression en fait. On parle de bruit, mais finalement qu'est-ce que ça fait? Alors là, à illustrer, le bruit en effet ça peut tuer des animaux, ça peut tuer des cétacés, dans certains cas de bruit impulsif très fort, donc c'est une forme d'une dépression. Mais il n'y a pas que ça. On a, en fonction du niveau sonore, différentes réponses et du coup différents niveaux de pression. On va avoir des pressions qui vont entraîner une gêne avec en effet un stress physiologique et une perte momentanée ou permanente de certaines capacités auditives. Et là, au niveau de ce qui nous intéresse, nous, en termes de scientifiques qui œuvrent pour la conservation des espèces, c'est de maintenir des niveaux, des populations de cétacés en bonne santé. Donc tout ce qui va affecter la dynamique des populations va nous intéresser pour essayer de diminuer ces pressions. Donc soit ça tue directement, soit ça va du coup gêner, ça va entraîner des stress qui vont, on va dire avec un effet de rebond, affecter la dynamique de ces populations. Parce qu'on va avoir des animaux en bonne santé, donc plus facilement finalement sensibles à des maladies par exemple. Donc ça va être lié en fait à des niveaux de bruit ambiant. Et un troisième risque, en fait, qui s'est aussi montré, ça ne va pas toucher directement l'animal, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un effet physiologique, un stress, un dommage sur l'animal, mais soit un effet de masquage. En fait, quand le bruit est trop fort, on ne s'entend plus parler. Donc ça arrive aussi sur des animaux qui communiquent. Donc, du coup, on a des animaux qui n'arrivent plus à s'entendre, qui du coup n'arrivent plus à communiquer. Et ça va du coup entraîner, on va dire, altérer également leur cycle de vie et on va dire à terme leur capacité à se reproduire et à être en bonne santé. Ça peut aussi entraîner en fait qu'on est face à des animaux mobiles et quand le bruit est présent et nous gêne, avant que ça nous affecte ou que ça nous fasse mal, on est capable aussi de se déplacer. Donc on va avoir des groupes ou des populations qui vont simplement quitter une zone. Le bruit directement ne va pas les affecter d'un point de vue physiologique, mais les animaux vont changer de quartier. Alors là, quel risque directement? Souvent le risque c'est d'aller vivre dans des zones moins favorables, où il y a moins de nourriture, où les conditions de vie sont moins bonnes. Et certes, il y a moins de bruit, mais il y a d'autres conséquences qui vont là, encore une fois, affecter la dynamique, la bonne santé et à terme la dynamique de ces populations, quoi. Donc ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on a identifié ces différents niveaux de risque, mais les enjeux actuels vont être capables de mesurer l'impact réel population par population. Donc encore du travail. Encore du travail. On continue sur l'ancienneté de cette recherche en préparant la table ronde. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Frédéric, à qui je vais redonner la parole. Du côté des invertébrés, par contre, c'est vraiment très récent. On est au tout début. On est vraiment au tout début et je dirais que je pense que c'est Laurent qui pourrait en parler vraiment plus facilement. Ça a été commencé en rade de Brest sur des crustacés, avec essayer de voir un petit peu s'il y avait des espèces qui étaient capables de produire du bruit. Et ça a été vraiment très surprenant lors d'une thèse, la thèse de Laura Copro, de voir que la majeure partie des crabes étaient capables de produire des sons avec des signatures différentes, des fréquences différentes, et d'avoir, notamment pour l'araignée, presque 8 ou 9 types de sons potentiels, en fonction de l'activité, en fonction du fait d'avoir des concurrents. Donc ça a commencé par ça, on est arrivé après sur des notions de biologie larvaire, dans lesquelles on travaille beaucoup actuellement, et tout ça pour développer ce type de recherche, on a vraiment des verrous d'un point de vue recherche. Comment étudier ça? Alors si on doit étudier ça sur le terrain, c'est quand même bien parce que
on est dans le milieu naturel, notre organisme est vraiment bien à sa place. Donc là, on utilise des outils assez perfectionnés, des espèces de nouveaux descripteurs, comme des capteurs qui permettent de mesurer l'écartement des valves chez une coquille Saint-Jacques, et donc de voir un petit peu ses rythmes d'activité. Des accéléromètres, comme dans votre téléphone, si votre organisme bouge, vous pouvez détecter et enregistrer ces mouvements, et donc relier ça à des cycles naturels, jour-nuit, mais aussi à des passages de bateaux, à des passages de sous-marins, si on veut. Donc ça c'est bien, mais nous scientifiques, on aime bien contrôler les choses, et là on ne contrôle pas grand-chose. On va voir, et puis on ne va pas contrôler le passage d'un bateau. Quand on ne veut pas de bateau, il y a un bateau qui passe, voilà. Donc après on passe à un deuxième stade qui est une approche expérimentale. Et là on a vraiment des problèmes. On vient de passer 1 an à essayer de bien résoudre ce verrou majeur qui est le fait de reproduire un son dans un aquarium. Vous imaginez que vous mettez un son avec une enceinte. Déjà, il faut trouver les enceintes. Alors, on va acheter des enceintes qui servent à la natation synchronisée. Ça marche très très bien. Ça a été bien validé. Il faut qu'on puisse reproduire du son à des niveaux qui sont quand même des niveaux importants en milieu naturel. Le maximum qu'on est capable de reproduire actuellement, c'est 190 dB, avec des enceintes qui pèsent 30 kg, des amplis de 1200 watts. C'est des investissements qui sont assez lourds. Et puis on a un problème justement sur le fait d'émettre dans un bac, d'avoir des réverbérations. Et dès que vous avez des réverbérations, vous créez des fréquences parasites qui font que vous ne faites pas écouter le bon son à votre organisme. Donc là, nous avons développé des systèmes qui sont vraiment... on a passé beaucoup de temps là-dessus. On travaille avec des musiciens de la Carène notamment qui nous ont aidés, et on a des systèmes pour casser ces interférences, et maintenant on est capable de faire vraiment un son de haute fidélité et de tester vraiment ces réponses-là. Voilà. Donc de l'innovation nécessaire. Oui, forcément. Donc on l'aura compris, le bruit c'est quelque chose, c'est une considération nouvelle qui est quand même, dans ce qu'on entend aujourd'hui, beaucoup, en tout cas dans la problématique très liée à l'activité anthropique, parce que je pense que l'océan vivait avec son propre bruit depuis bien longtemps et vivait plutôt bien avec. Comme toute activité anthropique et impactante, c'est surtout ça la problématique, se pose la question de la régulation de ces activités, de la régulation du sujet du bruit. Donc, vous vous doutez bien que si c'est nouveau dans le monde de la recherche, pour le monde de ceux qui prennent les décisions et qui adoptent la réglementation, c'est quelque chose d'encore plus nouveau. On va commencer avec Anna pour parler de ce sujet, et notamment de la question de la conquête des zones isolées, et l'exemple de ce qui peut se passer en ce moment dans le Grand Nord, qui était une zone qui était pour l'instant assez épargnée par nos impacts, et qui malheureusement pour beaucoup de raisons s'ouvre de plus en plus et souffre d'impacts de plus en plus nombreux. Oui, absolument, et c'est une transition tout à fait parfaite, puisque il y a un grand enjeu, en fait un ensemble d'enjeux qui se retrouvent au niveau planétaire se localise à l'heure actuelle en Arctique en ce qui concerne la gestion des océans par les êtres humains et le partage de ces territoires, de ces biotopes entre les espèces. Alors là, je vous ai mis un article du Monde qui est un petit peu ancien, mais les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. L'Arctique est un réservoir, est un peu un Eldorado pour le pétrole et le gaz. Et c'est une manne, évidemment, qui attire de nombreux pays. Vous savez bien l'importance du pétrole dans notre société. Alors voilà un petit peu ce que ça donne en pratique. On s'imagine que ce sont des grands territoires vierges dans lesquels il n'y a personne qui se promène. C'est assez facile de forer en Arctique, bien que ça coûte assez cher, mais par rapport à d'autres zones océaniques. C'est pas très profond, il y a de moins en moins d'icebergs, la technologie évolue, et on imagine le gigantisme de ces installations par rapport à la taille d'une baleine qui est déjà géante par rapport à un être humain. Alors quelques bases, voilà, le réchauffement climatique, cette vie marine arctique qui est extrêmement précieuse, puisque dans les eaux froides, on a beaucoup de plancton, donc la nourriture de plancton et puis d'espèces, ce sont des eaux qui sont très très riches au niveau de la vie.
y compris des espèces qu'on mange, hein, les morues, enfin tous les harengs, les poissons d'eau froide, ils viennent de là-bas, hein, ils n'habitent pas en face de La Rochelle en général. Et puis évidemment, ce sont des zones qui sont très sensibles aux incidents style marée noire, parce que les pollutions seraient très durables dans les eaux froides. Donc on est dans une situation où il y a des menaces sur ces territoires qui sont des réserves alimentaires et des réserves de biodiversité extrêmement intéressantes. La principale menace étant le bruit, mais il y en a d'autres pour l'Arctique, qui est notamment, puisque le passage du Nord-Ouest, etc. s'ouvre, ce sont l'augmentation du trafic commercial au-delà du forage pétrolier. Alors là, je vous ai simplement mis une image qui vient de la NASA, où se trouve le plancton dans l'océan. C'est là où il y a les petits points verts un peu fluo. Vous voyez que par rapport à la masse de la planète, il n'y en a pas beaucoup d'endroits. Et c'est dans les eaux froides. Alors bon, évidemment, l'Arctique est un peu écrasé là sur la photo, mais on peut se représenter quand même l'idée. L'exploitation, bon, même si certaines sociétés comme Shell, il y a 5 ans, a annoncé qu'ils allaient renoncer à leur exploitation, on sait bien que c'est juste en attendant qu'ils réunissent les crédits pour faire des forages coûteux. Il y a un paquet de sociétés qui sont là, donc on peut s'attendre à ce que tant qu'on utilise du pétrole, on va avoir une augmentation du risque. En face, les chiffres de la CITES, 86% des 72 espèces existantes de cétacés sont en danger d'extinction actuellement. Donc voilà, quelques exemples, notamment parce qu'ils n'ont plus assez de nourriture dans les océans. Donc je vous prends l'exemple du grand dauphin en Croatie. Vous êtes peut-être déjà allé en vacances là-bas, c'est très beau. Mais autrefois, les grands dauphins, ils passaient 10% de leur temps à se nourrir, 90% à s'amuser, à socialiser. Maintenant, ils sont obligés de faire le contraire pratiquement. Ils sont obligés de faire comme nous. Presque toute l'année, on travaille pour se nourrir. Voilà, alors donc 30% du pétrole mondial vient de l'océan. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'anecdotique. On est sur des problématiques qui sont massives, avec, comme on l'entend, des données scientifiques qui sont en cours d'élaboration, en pleine... nous espérons, nous sommes une petite équipe finalement de chercheurs. Il y a peu de chercheurs sur la planète qui travaillent encore sur ce genre de thème. Encore beaucoup trop peu. Alors l'exemple de la baleine grise, donc, qui se trouve capable de se nourrir seulement au fond de l'océan, donc c'est une espèce qui se nourrit d'animaux du fond, des proies benthiques, dont les zones de nourrissage sont en train de disparaître à la vitesse grand V. Donc ça veut dire que les baleines grises aujourd'hui, elles meurent de faim, et c'est pas les seules. Voilà, alors là je vous ai repris cette image de 2010 de la catastrophe écologique qu'il y a eu dans une zone où il y a aussi beaucoup de cétacés, donc la marée noire de BP aux États-Unis, au large des États-Unis. Et puis bien sûr, il n'y a pas que les pollutions sonores, malheureusement, dans ce territoire qui est extrêmement riche. Et je voulais juste rajouter ce petit point qui n'est pas tout à fait scientifique, mais si tu le permets, Sarah, ça me paraît important, puisque je ne voudrais pas que vous repartiez avec une sensation de désespoir. Nous pouvons faire quelque chose, simplement oser nous accompagner le travail des scientifiques et des spécialistes qui œuvrent voilà, avec lenteur mais sécurité, oser aller vers notre relation à cette réalité. Donc bien sûr, on peut se renseigner, on peut aussi s'adapter, adapter nos habitudes, aller chercher sa baguette de pain à pied au lieu d'y aller en voiture, mais on peut aussi s'interroger finalement, qu'est-ce que ça me fait tout ça, qu'est-ce qui est agressé, qu'est-ce qui est affamé dans ma vie intérieure aujourd'hui, et qu'est-ce qui est avide de cette beauté, de cette puissance, de cette solidarité qu'on voit dans ces espèces vivantes. Si nous nourrissons ces besoins profonds et que nous prenons soin à l'intérieur de nous, dans nos vies personnelles, de ces difficultés, eh bien, nous devenons des êtres responsables. Et là, on n'est plus dans le domaine scientifique, on est dans ce qu'on appelle l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est une discipline qui a été développée par une universitaire aux États-Unis qui s'appelle Joanna Macy. Et donc, elle exprime cette capacité que nous avons tous d'agir pour devenir finalement
plus en lien conscient avec ce qui se passe dans le monde environnemental aujourd'hui. Il ne faut pas tout attendre des scientifiques. Les scientifiques font vraiment un travail remarquable, mais chacun peut faire son plus petit pas possible pour gagner en cohérence. Et c'est ça le message, puisque aujourd'hui, eh bien, nous savons que ces créatures magnifiques sont en train de nous quitter. Voilà, merci. Merci Anna pour cet autre regard. On a parlé de science, on a évoqué cette idée de régulation. Alors on le sait, hein, sur de nombreux sujets on en entend parler. Le fait de tenir compte des sciences dans l'adoption de la norme, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et c'est pas la grande spécialité de nos décideurs sur tout un tas de sujets. Et un des points dont on a discuté tous les deux quand on a préparé la table ronde, c'est quid de l'incertitude. Comment gérer l'incertitude et comment adopter une réglementation quand on n'a pas de chiffres sûrs, on est encore en défrichage au niveau scientifique sur tout un tas de sujets. Et comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser les frilosités des uns des autres et accepter cette incertitude et décider en incertitude. Merci Sarah. Merci Anna. L'incertitude c'est quelque chose d'assez naturel pour tous ceux qui font de la métrologie, de la mesure. Un petit peu moins, je vais peut-être avoir des ennemis vite, rapidement dans la salle, un petit peu moins pour les gens qui font du calcul. Ils parlent d'analyse de sensibilité, ils parlent de résultats, mais on a toujours l'impression que c'est des valeurs absolues qui sortent. Et puis à la fin, voilà, les scientifiques font plein de choses, effectivement. Et puis de l'autre côté, il y a le régulateur. Le régulateur qui a besoin d'établir des politiques et de prendre des décisions, et puis rapidement de dire, ok, les animaux disparaissent là, à cause du trafic maritime, on fixe où le seuil? Et du coup, en fixant ce seuil, les chantiers navals disent, oui, mais du coup, nous, on va construire un navire, et puis designer un navire pour respecter ces seuils, mais avec quelle incertitude, avec quels outils et quelles incertitudes? C'est pas évident, mais il y a beaucoup de progrès côté scientifique. Chaque jour, il y a des nouvelles études. Laurent parlait des homards tout à l'heure. Il y a 5 ans, on aurait parlé d'une étude sur le bruit des homards. Les gens auraient rigolé, pouffé. Là, il y a des études qui sont quantifiées. Elles sont quantifiées, on peut les quantifier avec des incertitudes aussi. Toutes ces briques-là, elles sont enrichies chaque jour. Et puis de l'autre côté, tous les outils numériques s'enrichissent également. Et donc tout ça progresse vraiment dans le bon sens. Et ce qui risque d'inverser cette progression, c'est justement de ne pas en parler de l'incertitude. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, on en avait discuté ensemble, parce que ne pas en parler, c'est vraiment un double tranchant, un risque de dire, en fait, vous n'en savez rien, du coup, continuez de faire des études, et puis quand vous en savez vraiment plus et que vous avez la valeur absolue, le saint graal de la connaissance de la valeur, vous venez nous voir. Et puis en attendant, on fera rien. Donc ça, c'est un peu les premiers discours qu'on a eu, je dois dire, au niveau européen, il y a en 2009, quand on a lancé un projet qui s'appelait ACO. On a fait le tour des chantiers européens et ils nous ont dit, écoutez, on sait très bien que c'est les biologistes qui doivent aider à fixer ces seuils. On sait très bien que la connaissance est encore très basse, et c'est vrai, elle est encore basse par rapport à la complexité. Et du coup, en attendant, on bloquera tout. Du coup, on a travaillé beaucoup avec eux pour leur montrer quelles incertitudes on connaissait, et du coup, où est-ce qu'on pouvait continuer de travailler pour réduire ces incertitudes. Et c'est ça qui fait que finalement, on avance vraiment très très vite sur cette problématique nouvelle, très complexe. Et ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde industriel et le monde maritime à être considéré, en dehors des militaires. Et je trouve que c'est vraiment très rapide, tout ce qui progresse. Petite anecdote pour l'Organisation maritime internationale, donc qui traite de toutes les lois appliquées à la marine marchande. Si on parle de bruit pour l'homme à bord des navires, le premier Noise Code, c'était en 1984. Il a fallu attendre un certain temps pour avoir un document. La révision de ce Noise Code, c'était 2016. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de tout ce qui est fait, y compris à diminuer l'incertitude. Un point clé. Merci. Et je confirme le fait qu'effectivement ça va très vite, parce que sur bien d'autres sujets réglementaires, on avance beaucoup moins vite. La notion d'incertitude, quand on essaye de réguler,
Aujourd'hui, on en parle beaucoup sous l'égide du principe de précaution. Alors, le principe de précaution, c'est toujours un principe un peu particulier parce qu'on ne sait jamais trop comment le manier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? En fonction de ceux qui sont en face, ça fait toujours réagir le principe de précaution. Mais le principe de précaution, il est là pour tenir compte des risques. Cette problématique, Jérôme, on l'a évoqué ensemble, l'idée de fixer des seuils, d'avancer avec précaution, etc. C'est une problématique bien connue. Oui, pour rebondir sur les problèmes de régulation, en effet, un des verrous et en même temps des écueils, c'est ces problèmes de seuil, c'est de savoir, et quand on parlait d'espèces et bruit, souvent les premières réflexions avaient été de dire donnez-nous des volumes, intensité, fréquences à partir duquel les cétacés vont être impactés, et puis on fixera des réglementations. Et tant qu'on n'a pas ça, on n'avance pas. Et aujourd'hui, avoir des seuils comme ça précis, d'être sûr à partir de quelle est l'intensité de bruit qui va entraîner, alors et en plus, comme je vous ai présenté les différents impacts, alors entraîner la mort, on peut le deviner un petit peu, à partir de quel moment il y a une gêne, à partir de quel moment il y a un masquage, si on attend d'avoir en effet l'intégralité des seuils à partir desquels on va détecter un effet, on risque de repousser la prise de décision en termes de conservation. On est en train d'essayer de contourner un petit peu ça pour quand même avancer. Il y a entre autres, il y a des régulateurs qui avancent sur certaines questions. Il y a une directive européenne qui est récente pour le milieu marin, la directive 4 stratégie pour le milieu marin, qui est le pilier un peu environnemental européen, dont le but est de maintenir ou de restaurer le bon état écologique des eaux marines européennes. Cette directive européenne, qui est assez récente puisqu'elle date de 2008, déclinée en loi française depuis 2010, a un descripteur centré sur le bruit. Et entre autres sur fixer des niveaux et des impacts pour le bruit. Et la logique qui s'est développée, on est en cours en fait avec les différents États membres pour essayer de fixer qu'est-ce qui est le bon état et comment ensuite agir pour faire baisser les pressions. Pour le bruit, on a abandonné l'idée de dire on va fixer des seuils d'impact sur les animaux parce que c'est très dur à fixer, comme je vous l'ai dit, on va pas mettre des baleines dans des aquariums pour voir à quel moment elles perdent leurs auditions, c'est assez compliqué et ça pourrait mettre un petit peu de temps avant d'avoir les réponses. Donc les stratégies qui se mettent en place, c'est d'avoir une notion du risque d'impact et de regarder en effet est-ce que par exemple le bruit comment il va évoluer, et en partant du principe que si il augmente, c'est plutôt négatif, s'il diminue, c'est plutôt positif. Donc les collègues qui travaillent sur cette question commencent à en effet faire de la cartographie de bruit, superposer des cartographies d'animaux, de baleines, et de regarder en fait quelles sont les zones d'interaction. Et identifier ces zones, d'identifier la superficie de ces zones, et de dire bon voilà, à l'avenir, dans la prochaine évaluation de cette directive, dans 6 ans, il faut absolument que ces zones de forte interaction aient diminué, et on va mettre des moyens pour diminuer ces interactions. Même si on n'a aucune idée précise du niveau de bruit à baisser. Par contre, on va tendre à aller diminuer l'interaction entre bruit et cétacés. Merci. Il a commencé en parlant de directive cadre stratégique pour le milieu marin, donc ça y est, on peut rentrer dans les textes. On y va. Donc Eric, je te redonne la parole pour... alors on en est où du point de vue réglementaire? Ce sujet du bruit, il est où? Alors, Jérôme vient de vous expliquer, introduire la directive européenne. Il y a un décret dans chaque État membre de l'Europe. Il faut vraiment en être fier. Et les États-Unis, qui étaient il y a 10 ans à l'OMI assez moteurs sur ces problématiques, après le changement de gouvernement, ils ne le sont plus du tout, et ils n'ont plus l'occasion de l'être malheureusement, sont admiratifs de cette directive, sont vraiment... ont essayé de calquer plein de choses de leur côté là-dessus. Ça avance bien. La France est un super bon élève, d'après ce que je sais. Le CHOM pilote l'application de cette directive en France, et ça se passe plutôt bien, en tout cas en France. Tous les gens ici, je pense, sont plus ou moins partie prenante, ils peuvent en témoigner. Et puis au niveau au-dessus, donc on va encore, puisqu'on parle du bruit sous-marin, et principalement
des bruits venant de la marine marchande et des bruits impulsionnels, etc. C'est encore une fois l'OMI, donc à Londres, qui régule tout ça. C'est un sujet. C'est un sujet qui est porté depuis une dizaine d'années, d'abord par l'Australie en 2008, donc la même année que la directive. Ensuite, il y a eu des guidelines qui sont sortis en 2014, qui sont non prescriptives. Non prescriptifs parce qu'à l'OMI, comme dans toute régulation, il faut avancer petit à petit pour ne pas lever des blocages et puis pouvoir avancer aussi en défrichant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'incertitude, en sachant un peu plus où on va et comment on le fait. Et depuis 2017, c'est le Canada qui a pris le relais et qui est très très actif, qui s'accompagne chez eux d'un plan majeur d'investissement sur l'amélioration des eaux, de l'environnement marin. Très localement avec Vancouver et Prince Rupert, qui sont deux ports dont on reparlera tout à l'heure en Colombie-Britannique, qui sont aussi super actifs. Et le Canada vient de soumettre donc, cette semaine un papier pour le prochain comité environnement de l'OMI pour mettre à l'agenda officiellement un plan d'action et de travail sur le bruit sous-marin, dont la révision de ces guidelines. Et beaucoup de pays soutiennent cette soumission en Europe et dans le monde, dont la France, évidemment. On a eu un atelier hier avec le ministère, avec Laurent, par exemple, vous à distance aussi. Et ça avance bien, la France est motrice là-dessus. Donc c'est bien, et c'est bien de le faire savoir aussi, parce qu'on a souvent un peu un a priori, un peu de lenteur bureaucratique. Et encore une fois, ça avance incroyablement vite par rapport à un sujet aussi complexe. Il y a un troisième aspect qui a un rôle un peu clé, à mon sens, et je prêche un peu pour ma paroisse, c'est le rôle des sociétés de classification de navires, donc qui sont entre l'armateur et le chantier, et qui ont, pour eux, depuis longtemps, n'ont pas attendu que l'OMI sorte quelque chose, proposent des règlements. Donc il y a 5 sociétés dans le monde aujourd'hui qui proposent des règlements, dont Bureau Veritas, pour laquelle je travaille. Des règlements d'évaluation de ce bruit sous-marin avec une méthode, une procédure qui a été travaillée dans des projets de recherche européens justement pour qualifier correctement l'incertitude et qualifier correctement ce niveau émis par le bruit d'un navire. Et ensuite on le compare, j'ai envie de dire plus binairement, à une limite qui a été fixée à partir de bases de données de navires dans des projets de recherche européens, et on délivre ou non un certificat. Et je fais juste un petit lien, je rebondirai tout à l'heure dessus, mais ce certificat aujourd'hui, il peut être vu comme une sanction ou peut être utilisé comme une sanction, parce que c'est l'habitude un petit peu, la philosophie qu'on a un peu tous, je pense, et peut-être plus européen et peut-être encore plus français. C'est quoi la règle, et si je ne respecte pas, c'est quoi le risque? Et au Canada, ils ont fait le contraire, ils ont dit si vous respectez, on vous donne 50% de réduction de taxes portuaires. Et ça a changé la donne. D'approche, ça change la donne. Donc ça crée une dynamique, et je pense. Et donc on a un projet européen qui s'appelle PIACO, qui a démarré en septembre, qui va impliquer des armateurs et des ports en Méditerranée, des mesures dans le sanctuaire Pélagos. Et donc on a comme un des objectifs est de construire aussi des schémas incitatifs avec ces ports méditerranéens pour amorcer la dynamique en Europe et en Méditerranée. Merci. L'enchaînement est parfait, puisque donc là on a parlé des questions de recherche et du fait que le bruit était un sujet qui avait été porté par le monde de la recherche. Très souvent, on a les chercheurs qui arrivent, qui s'intéressent à un sujet, qui commencent à le défricher, et petit à petit, on va commencer à entraîner les acteurs dans ce sujet, les différents acteurs qui sont autour. Alors, en fonction des sujets, cet entraînement et ce passage au multi-acteurs, ça peut prendre des années, des dizaines d'années. On regrette sur certains sujets plusieurs décennies. Là, de toute évidence, c'est un sujet qui va vite, à toutes les échelles. Et pour parler de ça, je vais passer la parole à Laurent. La question justement de la recherche face à ça, elle est un peu bousculée, puisque
C'est des sujets qui, vous l'avez évoqué tous, impliquent différentes compétences, différentes typologies d'acteurs. Un coup, on travaille avec les sociétés de classification, un coup avec les acteurs économiques, un coup avec des chercheurs qui sont même des musiciens, qui sont d'autres disciplines. Comment ça se passe, cette interdisciplinarité? Est-ce que ça redistribue un peu les cartes? Ça redistribue les cartes, oui, profondément, et ça nous contraint d'un côté, ça nous libère d'un autre. On a des sources de financement qui sont complètement nouvelles et avec des contraintes nouvelles, mais avec ça a le bon goût d'inviter des chercheurs très orientés vers de la recherche fondamentale à répondre à des questions très appliquées qui sont dans le cadre de la construction, je vais parler de ça, la construction éolienne offshore au large de Saint-Brieuc. Ce sont les pêcheurs qui posent la question à un préfet ou qui posent c'est le comité local des pêches qui pose la question, et ce sont des gens renseignés qui posent la question, je parle des pêcheurs. Est-ce que l'installation de ces éoliennes, au moment de l'installation, est-ce qu'on va avoir un impact sur les coquilles Saint-Jacques? C'est comme ça que notre groupe se retrouve interrogé assez brutalement avec une intrusion d'un industriel ou de la baie de Saint-Brieuc en Rade de Brest, qui est jamais agréable, et qui répondait à notre question parce que finalement on a l'aptitude d'arrêter les travaux et tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question, il faudra le principe de précaution fait qu'on ne fait pas de travaux. D'accord? Alors, ça veut dire qu'immédiatement, vous vous retrouvez... Alors, il se trouve qu'on nous interroge parce qu'on savait travailler avec des coquilles Saint-Jacques, il y a une culture à la pointe de la Bretagne sur comment on élève des coquilles Saint-Jacques et comment on fait dans une écloserie une production industrielle. Donc, on dispose de l'art, du savoir-faire qui date des années 60, des années 70, c'est pas nouveau. Après, la culture, elle n'est pas nouvelle non plus sur l'acoustique à Brest, il y a des sous-marins nucléaires, des écoles d'ingénieurs, des bureaux d'études qui font de l'acoustique, et le mariage était assez probable une fois la question posée, les financements trouvés. Ouais. Donc ça, c'est pas non plus un saut quantique. La chose qui est, après, quand on parle d'interdisciplinarité, qui est un peu plus, peut-être difficile à expliquer, c'est que quand vous vous dites, ok, je vais travailler sur l'impact du son, et Fred a fait ça bien, il vous dit au stade larvaire, on invente des méthodes, on va avoir des musiciens qui nous expliquent comment on va faire pour éviter la réverbération. Là, vous avez déjà 3-4 métiers différents qui travaillent ensemble, entre l'éleveur de coquilles Saint-Jacques, le scientifique, le gars qui fabrique le bac, le vendeur de matériel pour les vieilles charrues ou pour... ouais, c'est ça qu'on a été voir. Bon, là, on parle d'interdisciplinarité assez improbable, mais c'est un peu dans notre culture. Après, vous arrivez sur les adultes et il vous faut dire, et là je voudrais insister là-dessus et élargir ça, vous avez la possibilité de dire, comme on fait sur une baleine, où je la dérange, je change son comportement. Alors, étudier le comportement d'une coquille Saint-Jacques ou d'un homard, ça c'est pas une mince affaire, hein. C'est dur, j'admets. Une baleine, croyez-moi, c'est pas simple pour une coquille Saint-Jacques. Et on a été obligé de déployer des capteurs, ou d'inventer des capteurs, de les miniaturiser. Et donc là, ce sont les sens de l'ingénieur qui rentrent dans l'écologie, au sens le plus large, et les biologistes et les écologistes ne sont pas très connectés au sens de l'ingénieur. Ça, c'est assez nouveau. Et comme on invente des capteurs qui fonctionnent vraiment bien, et très longtemps, à très haute fréquence, on se retrouve avec des quantités de données dingues, et ce sont des gens qui font le traitement des signaux, ou des mathématiques qui viennent nous aider. Donc on rajoute une discipline qui n'était pas du tout dans l'écologie, qui est une invitation, ou une interdisciplinarité un peu imposée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez des choses sur la coquille Saint-Jacques, et dans notre groupe, on ne travaille pas de façon obsessionnelle sur la coquille Saint-Jacques, on ne travaille pas parce que c'est uniquement ça là. Si, il y a une part de vrai là-dedans, mais je vous la cacher à 5 minutes si c'est possible. Ensuite, ce qu'on fait, c'est quand même essayer d'étudier ces animaux et les utiliser comme des indicateurs ou des descripteurs ou des goûteurs, si vous voulez, de la qualité de l'eau, de leur environnement et des perturbations qu'on leur impose. Ouais. Et notre idée, c'était d'étudier le comportement comme un descripteur du comportement, voire un système de sentinelle ou un système d'alerte. Changer le comportement d'une coquille Saint-Jacques, si on est capable de le détecter, alors on sera capable de mettre en alerte ou de mesurer un impact, d'accord, y compris du son. Au départ, on travaillait sur les boules toxiques ou le pétrole de l'Erika, vous voyez, c'était pas. Et une fois qu'on en est là, c'est bien à des écologistes qu'on pose la question. Et c'est peut-être ça qui a provoqué, donc c'est le côté le plus interdisciplinaire, c'est que quand vous me dites quel est l'impact du bruit sur une coquille Saint-Jacques, rapidement on dit oui, mais quel est l'impact du bruit sur l'écosystème? Coquille Saint-Jacques c'est pas mal, mais
il est probable qu'elle survive très très bien, qu'elle s'accommode très très bien. Ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'elle entend des bruits de moteur et des bruits de bateaux énormes passer en rade de Brest. Hein. Donc la coquille Saint-Jacques, c'est pas la baleine. On peut imaginer qu'elle soit, en termes de génération et de turnover, déjà accommodée, acclimatée à un niveau sonore dingue. Par contre, l'impact du bruit sur le fonctionnement d'un écosystème, depuis la production primaire jusqu'aux grands prédateurs, ça c'est une autre paire de manches et c'est ça pratiquement qui nous intéresse le plus. Et là, les disciplines qui s'intéressent ou qui doivent être mises en œuvre pour comprendre un écosystème, au-delà de la physique et de la chimie, on arrive à la biogéochimie, à la physiologie des animaux, à leur biologie ou à leur génétique. En fait, la question qu'on nous pose dans l'urgence invite à réunir autour de la table ou autour de laboratoire un grand nombre de disciplines, des sciences de l'ingénieur, des mathématiques, de la physique, ce que j'ai dit, développement de capteurs, et aussi au sein de l'écologie, les différentes disciplines de l'écologie qui incluent la biogéochimie. Bon. Alors, et il se trouve, dernière étape, que on avait déjà souffert pendant une dizaine ou une quinzaine d'années du manque de retour du grand public, et on n'est pas les seuls, il y a une énorme communauté scientifique avec des problèmes à exprimer comment on est en train de faire fondre l'Arctique et l'Antarctique et à quel point ces écosystèmes sont sublimement beaux et sublimement fragiles et que la catastrophe était en cours. On avait décidé il y a une dizaine d'années de s'associer à des artistes et à confier la partie sensible de l'écologie ou de l'observation de la nature à des artistes capables de rendre sous forme d'émotion des vérités scientifiques. Ouais. C'est un peu un constat d'échec. Nos graphiques marchent mal. Des deux droites orthogonales avec quelque chose qui bouge dedans, ça parle à peu de monde. Une chanson, manifestement, une peinture ou un film, ou je sais pas, ça parle un peu plus, et c'était un peu ça l'idée. Donc quand on nous a posé la question sur les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, immédiatement nos sons ont intéressé les musiciens, et on l'a créé, on l'a recréé, puisqu'on avait déjà ça avec des photographes et des artistes peintres ou des écrivains. On a invité des musiciens à travailler depuis le début de la question, ça va durer 10 ans, avec une convention entre le CNRS, on fait ça bien, entre le CNRS et la salle des musiques actuelles de Brest, et 3 musiciens rentrent dans notre laboratoire à leur guise, sous un format résidence d'artistes, et produisent de la musique qui, j'espère, permettront à différents métiers associés au métier de la recherche de sensibiliser le public. Donc on l'entend, hein, ça implique énormément de disciplines, ça implique énormément d'acteurs. Alors c'est vrai pour beaucoup de sujets, mais là c'est très très parlant sur le sujet du bruit. Il y a des acteurs qui sont plus faciles à mobiliser que d'autres, plus faciles à emmener que d'autres. Alors là on l'a entendu avec le monde des marins-pêcheurs qui n'hésitent pas à venir poser des questions pour savoir comment une autre activité peut les impacter. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est quoi, c'est une des questions, c'est comment on peut inciter les acteurs à venir? Quelles sont les mesures incitatives imaginées? Et où est-ce qu'on en est de cette réflexion-là? J'avais commencé à aborder ça tout à l'heure. Parmi les acteurs, moi je parlais surtout marine marchande, hein. Donc parmi les acteurs les plus sensibles au bruit et vibrations, avant de parler du bruit sous-marin, on a surtout tous les navires de croisière pour les passagers. Ensuite, on a quelques cargos, les méthaniers par exemple, ces dernières années qui soignent leurs équipages en prévoyant des designs et des isolations vibroacoustiques de qualité pour que aussi les équipages soient bien reposés pendant leur temps de repos. Et c'est un lien direct avec la sécurité à bord si l'équipage est capable d'opérer son navire bien reposé. Mais on a de plus en plus de navires cargo qui s'intéressent au bruit et vibrations pour les équipages. Pas forcément par obligation, en partie par obligation, mais pour des notions justement de confort et de repos. Le bruit sous-marin, honnêtement, hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus dur. C'est resté pendant longtemps un marché de niche des navires qui avaient besoin d'avoir un bruit produit par leur navire faible. Donc tous les navires de recherche océanographique, les navires sismiques. Et ensuite, ça a commencé à empiéter chez les navires d'expédition. Donc, pour ne pas les citer, on a un armateur français assez connu qui navigue dans des zones
proche de zones marines protégées, dans des zones marines protégées, et qui s'intéresse de près, qui a suivi nos projets depuis pas loin de 10 ans. Mais également un autre armateur français de plus gros navires qui transportent plein de boîtes, que je ne citerai pas, qui s'intéresse de près aussi, qui teste, qui fait des efforts, etc. Et pour faire le lien avec ce que je disais au tout début, il n'y a pas que la régulation qui empêche de franchir le pas, il y a aussi emmener tout le monde. Et emmener tout le monde, c'est les designers et les chantiers. Qui aujourd'hui, ces navires sont construits toujours principalement en Chine et en Corée. C'est des chantiers qui n'ont pas forcément l'habitude, s'ils ne construisent pas des bateaux militaires ou qu'ils n'ont pas eu l'habitude de travailler sur des navires océanographiques, qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les méthodes pour adresser ce problème. Donc il y a besoin de motiver ça, et donc il faut emmener tout le monde, il faut emmener toutes les disciplines dont parlait Laurent, presque tous ensemble. Et pour ça, il faut aussi que le politique soit là dès le début. Et l'exemple que je citais tout à l'heure du Canada et de Vancouver, et ce qui vraiment, pour moi, a changé ce paysage de cette dynamique-là. Ça a vraiment incité tout le monde à se dire, ah bah oui, effectivement, il y a quelque chose, ah bah s'il y a quelque chose, bah, on va voir c'est quoi ce quelque chose, comment le quantifier, ah bah si on arrive à le quantifier, bah, ça coûte combien de le fabriquer, etc. Par contre, il y a un aspect qui est très positif aussi à mentionner, c'est que à faire ça vraiment multidisciplinaire, y compris les politiques, y compris ceux qui bloquent, c'est qu'on met les points bloquants dès le début sur la table. Et du coup, on les traite. Et le premier point bloquant, c'était de dire ok, on veut bien faire quelque chose pour le bruit, mais il est hors de question de toucher à l'efficacité énergétique de nos navires. Et de facto, ça n'a pas de sens de proposer une hélice qui va être super silencieuse, type SMLE, mais qui va faire consommer 30% de plus. Parce que derrière, les gaz à effet de serre, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, on en fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on essaye de faire des régulations qui aboutissent, donc ça n'a pas de sens. Du coup, on se met derrière, la priorité, c'est vraiment de ne pas toucher à ça et d'optimiser ce qu'on peut du point de vue bruit. Et donc en faisant cette démarche-là, finalement, moi j'ai le sentiment que ça marche, toujours par rapport à cet indicateur de complexité et temps mis pour avancer à une étape après étape. Il faut que ça motive. Et donc concrètement, pour répondre à ta question que tu lançais sur quel schéma incitatif, je retourne la question au public aussi, parce que nous on a des idées, les ports ont des idées, les armateurs ont des envies, mais c'est une question vraiment ouverte, avec laquelle on va travailler donc avec principalement Marseille et Gênes en Méditerranée. Et c'est une question qui est posée aujourd'hui aussi par Vancouver et Prince Rupert avec les autres ports avec lesquels ils travaillent. Donc les ports que tu as cités dans la migration de la baleine grise font partie typiquement des ports qui doivent aussi faire quelque chose pour inciter. Parce que Vancouver-Seattle, c'est quoi, 200 km à vol d'oiseau? Ça n'a pas de sens de diminuer l'impact, ou en tout cas le risque d'impact d'une espèce comme les résidents du sud, qui sont des orques qui ne migrent plus au sud de Vancouver. Ça n'a pas de sens d'avoir un monde du silence au sud de Vancouver et de faire 50 km au sud et d'avoir tous les navires bruyants qui vont à fond à Seattle. Donc c'est toute cette action globale, j'ai envie de dire, qui fait que ça marche aussi. Ça fait partie de l'équation pour la réussite. Merci. Donc vous pouvez plancher sur vos copies, puisque ce sera bientôt à vous de participer. Donc il y a un appel qui est fait pour avoir des idées. Ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent, donc je vais te redonner la parole. Y compris dans les activités, parce qu'on parle d'un sujet nouveau, on s'en occupe depuis peu de temps. Il y a tout un tas de sujets nouveaux qui sont en train d'arriver en mer, notamment de nouvelles activités, de nouveaux usages. Certains qui sont présentés comme étant à vocation vertueuse, on va dire ça comme ça, notamment les énergies renouvelables. Elles ont leur part d'impact, elles ont leur part de bruit. Et quand on discutait ensemble, pour préparer, j'ai cru comprendre que c'était pas si évident que ça de travailler sur ce sujet-là
et qu'il y avait de la demande aussi. Comment on accompagne ces nouveaux acteurs, comment ce sujet, ces nouveaux usages, toute cette précipitation générale en fait, ce qui fait qu'on va de plus en plus vite, et avec des acteurs qu'on n'attendait pas, et notamment les marins pêcheurs là dans l'exemple cité, qui tout d'un coup se saisissent du sujet. Voilà, comment on se positionne au milieu, quelles sont les questions, quelles sont les difficultés, comment on avance. Vous vous retrouvez, enfin on s'est retrouvé autour d'une table avec un préfet qui a la possibilité pour les chercheurs du CNRS de réquisitionner. Donc vous vous mettez au garde à vous, vous mettez autour d'une table, et puis il y a Eric, où il y a des bureaux d'études et qui se mettent autour de cette table avec des pêcheurs dans une position assez défensive, qui disent on pêche la coquille Saint-Jacques, on pêche le homard, on pêche l'araignée, et on veut savoir si l'année de l'installation et ce qu'il va y avoir après, l'utilisation de ces éoliennes qui sont, c'est une majorité de Français pensent ça, une bonne idée pour produire de l'énergie, c'est-à-dire le faire de façon décarbonée. La question posée par les pêcheurs, je répète, était finalement ce bruit de battage, parce qu'il s'agit de le choix technologique qui a été fait par Elmarine, l'entreprise qui va installer ces éoliennes, qui a marché, c'est d'enfoncer des pieux dans le sédiment ou dans la roche, et d'avoir des structures qui ne sont pas flottantes, mais bien ancrées sur le fond. Donc la technique, c'est d'enfoncer des pieux, ça produit un peu plus de 200 décibels à la source, donc ça fait réellement du bruit, ça s'entend réellement loin, et c'est ça qu'on a essayé dont on a essayé d'estimer l'impact réel. Au-delà de la pollution sonore, on essayait d'avoir une réponse à fournir aux pêcheurs. Vous allez avoir plus de larves, moins de larves, et donc une pêcherie pérenne ou au contraire très endommagée. Et l'idée finale pour les pêcheurs, c'est pas forcément de savoir si les coquilles Saint-Jacques vont complètement survivre, c'est est-ce que le manque à gagner est monstrueux ou pas. Et ça, il faut se mettre à leur place. La question se pose. Donc, d'une bonne idée au départ, installer des éoliennes offshore, où le président Macron avait mis ça dans sa campagne présidentielle, de cette bonne idée se posent des questions en cours de réalisation, et une urgence est apparue en termes de réponse. On ne peut pas répondre à cette question-là complètement, surtout quand on nous dit ce serait bien d'avoir les praires, les amandes de mer, les homards. Vous voyez, on a une course qui ressemble à une liste à la Prévert, ouais. Et à chaque fois, il vous faut 30 bacs et 6 ou 7 personnes employées autour de ces bacs pour faire l'élevage d'arvers. Rien que pour la larve. Ouais. Après, il faut répondre au post-larve. Et dans l'urgence, je pense qu'on y arrivera en 2 ans, en 3 ans au maximum, mais voilà, on a une vraie difficulté là. Et après, j'ai un autre exemple de choses qui sont en termes d'études acoustiques qui ont été complètement imprévues, où on a un peu improvisé. En Rade de Brest, on a une histoire d'une écloserie qui sème des coquilles Saint-Jacques. À peu près la moitié de la production totale vient d'une production artificielle. Donc il faut essayer d'imaginer un schéma type agricole. On produit une semence, on sème, on attend 3 ans et on récolte après 3 ans. Ça ressemble vraiment à une pratique agricole. Il y a eu une petite révolution en Bretagne qui ressemble à celle du néolithique avec l'apparition de l'agriculture. Et tout va bien jusqu'à l'apparition de l'efflorescence toxique. Les coquilles Saint-Jacques deviennent impropres à la consommation, et évidemment les pêcheurs qui achètent cette semence attendent un retour. Donc c'est la même idée, 3 ans plus tard, il faut qu'ils pêchent pour justifier d'un point de vue budget l'achat fait 3 ans plus tard. Ce retour-là n'est pas possible si vous n'avez pas le droit de pêcher. Donc il se passe 1 année, 2 années, la 3e année, tout le monde crie à l'émeute. Enfin, apparaît une vraie dissonance entre le schéma qui est proposé. Je sème, je paye, je sème, je récolte, et je récolte rien, évidemment, ça pose un vrai problème. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en mesure compensatoire, on a offert la possibilité de draguer la praire sur des champs de merle qui étaient vierges de dragage depuis qu'on surveille la Rade de Brest. Ça veut dire qui n'avaient jamais été dragués. La biodiversité chute d'un facteur 2 au premier trait de drague, ça, on est capable de mesurer ça, et depuis il est resté à ce niveau-là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a mesuré le bruit, le paysage sonore, avant et après le dragage.
Et comme on peut le faire, alors je dis ça parce que c'est fortuit, hein, mais comme on peut le faire dans une forêt, si vous enlevez le singe hurleur ou si vous enlevez quelques oiseaux dans une forêt primaire ou dans une forêt tropicale, même sans les voir, c'est le cas de la rade-de-Bresse et des bancs de mer, vous arrivez à dire le paysage a changé, le paysage sonore sous l'eau change quand on drague. Ouais. Alors vous voyez, dans les choses qui sont finalement en termes de gestion peut-être une bonne idée, vous voyez, on dit bon allez, on va ouvrir la pêche à la praire, c'est pas une bonne idée pour la biodiversité, et le truc qui est étonnant, c'est qu'on arrive à surveiller, on peut imaginer qu'on arrivera à surveiller un état de santé ou une biodiversité en utilisant les propriétés d'un paysage sonore, les propriétés acoustiques. Donc en remettant dans le contexte de ceux qui ont organisé la table ronde aujourd'hui, le programme Esprit de Velox, donc François l'a évoqué au départ, le but du jeu c'est justement de tenir compte de ce facteur bruit dans le travail qu'il y aura à faire à la mer. Et très rapidement, chacun d'entre vous, depuis vos perspectives, depuis votre connaissance du programme et ce qu'on a pu échanger les uns avec les autres, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots qu'est-ce que pour vous une plateforme de ce type peut apporter dans vos recherches, alors en lien avec le sujet bruit aussi de façon générale, mais particulièrement sur ce sujet-là? Moi je vois l'aspect direct du navire lui-même, le bruit émis par le navire. Et puis toute l'analyse des paysages sonores qu'il va pouvoir faire pendant les trajets et les opérations du navire. Donc beaucoup de connaissances sur du long terme et un nombre de scientifiques assez important embarqués à bord, scientifiques ou sciences humaines, qui va pouvoir continuer d'alimenter. Si tu peux prendre un taquet tout de suite. C'est la même chose. Hein. C'est des voilà. scientifiques. Ouais, scientifiques. Plusieurs taquets en fait. Ok. Alors, François m'a demandé de faire cette erreur pour prendre sa place. C'est pas mal ce sens du sacrifice. Moi j'avoue que en ayant discuté avec François, l'idée d'aller travailler sur ce qu'on fait déjà mais à grand-peine, et surtout en période où il y a encore de la glace, aller au Groenland ou travailler dans les écosystèmes côtiers avec la possibilité d'avoir une plateforme et un labo ne faisant pas de bruit à côté de nos manips ou à proximité de nos manips, j'y vois une opportunité incroyable. Parce que c'est évidemment un bateau de recherche, il a toujours un groupe, toujours un moteur, et quelques kilomètres, même si vous vous déplacez, vous entendez un niveau sonore qui est délirant dans les endroits où il n'y a pas de bruit. Je le répète, le nord-est du Groenland, là, on est dans des écosystèmes où il y a un bateau une semaine par an. Alors, moi, je vois un grand intérêt dans l'interdisciplinarité. Ça me paraît vraiment essentiel aujourd'hui, en 2020, de se dépêcher à travailler ensemble. C'est quelque chose où, enfin voilà, ma vie est consacrée à mobiliser finalement le meilleur de nous, le meilleur de chacun de nous pour s'associer dans le respect de ce biotope qui est merveilleux. Et si des personnes qui ont développé des compétences à travers toute leur activité, tous leurs efforts, peuvent le faire dans un contexte géographiquement réuni et synchrone, je pense que c'est quelque chose de formidable, ça peut être un exemple formidable. Moi, je complète un peu ce qu'a dit Laurent sur le fait, notamment quand on va au Groenland, quand on se retrouve dans les sites où la coquille Saint-Jacques en rade de Brest, elle a écouté du bruit pendant elle écoute de façon permanente. Les enregistrements qu'on peut faire au Groenland sont vraiment à des niveaux sonores qui sont ridicules, avec des espèces qui ont presque jamais entendu vraiment des bruits anthropiques. Donc quand on est là-bas, je pense que si on doit développer des recherches justement sur ces impacts à venir, parce qu'on le voit même nous quand on est au Groenland, le nombre de bateaux de croisière qu'on commence à voir de plus en plus dans des sites, dans des réserves, c'est quand même impressionnant. Donc le fait de pouvoir aller dans ces sites et puis de ne pas avoir ce sentiment, parce qu'on l'a quand même quand on est au Groenland, dans des sites merveilleux, de se dire bah ouais mais on utilise des bateaux qui font du bruit,
on amène aussi notre quota de pollution. Et si on pouvait limiter cette empreinte, je pense que ça serait quand même bien, on serait bien plus à l'aise d'un point de vue moral en tout cas. Voilà. Politique, s'il te plaît. Sur la morale. Non, mais il faut que je trouve quelque chose de différent sur voilà, vraiment la plus-value scientifique. La plus-value scientifique que peut apporter un bateau silencieux, et je rejoindrai mes collègues sur cet avantage-là. Mais ce qu'on peut attendre, on va dire peut-être un peu à plus long terme, c'est que ce projet soit un effet de levier sur toute l'industrie navale, et que derrière, que ça soit voilà, aussi un des déclencheurs pour diminuer de manière, donner des avancées technologiques, et puis d'ouvrir la voie pour diminuer de manière globale l'impact sonore du trafic maritime. C'est 50% de l'enjeu de la biodiversité, du climat aujourd'hui. C'est 5% des moyens de recherche en France. Et je ne pense pas qu'on soit les moins bien placés en plus. Donc on a un décalage hyper violent. Le second point, c'est que on est dans une période qui est extraordinaire de risques, parce que la cocotte minute est en train de gentiment nous exploser à la gueule, et en même temps, Jung nous expliquait qu'on était une espèce qui à peine apprenait à dire « je », on se rend compte quand même que quand on met autour de la table des scientifiques qui viennent d'horizons pour lesquels jusqu'à présent les opportunités à travailler ensemble sont extrêmement rares, à chaque fois qu'on peut arriver à créer ce genre de vraies occasions, il se passe des choses qui font qu'on avance beaucoup plus vite. À plusieurs, on avance plus vite, paradoxalement, que quand on va seul. Contrairement à ce qu'on nous explique effectivement en général. On avance plus vite. Et on vit un temps de métamorphose des systèmes dans lesquels on vit. On parlait de ce terme-là pour les petits êtres que nous écoutons aussi aujourd'hui. Mais le système dans lequel on vit, il vit effectivement une métamorphose, avec ce que ça a de risque. La probabilité la plus importante de toute phase de métamorphose, c'est qu'on y reste quand même. Ça veut dire que nous, on a cette position-là qui est un peu spéciale dans le règne du vivant, c'est qu'on se rend compte de ce qui se passe. On sait que pour une part très importante, on a une partie des fusils dans la main et on les actionne jour après jour, donc on sait ça. On a du mal à arrêter de tirer parce que les balles sont en vente libre, et puis parce que c'est sympa par plein de côtés aussi. Et donc le programme, lui, son job, c'est premièrement de faire ce qu'on a fait ce soir, mais pas juste un soir de temps en temps, c'est emmener des équipes de gens qui cherchent et qui innovent. Alors il y a des scientifiques, mais on l'a vu dans les équipes d'interdisciplinarité, il y a très vite des artistes qui vont arriver. Alors parce qu'en termes de médiation, ils ont des armes que les scientifiques n'ont pas. Et puis il y a peut-être aussi autre chose, c'est que en ces temps de métamorphose, les scientifiques, et on le voit bien quand on vous entend, on se retrouve les uns et les autres dans des formes de situations où on vient nous demander des choses pour agir très vite, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans. Donc ça veut dire qu'on sort tranquillement le scientifique d'une certaine zone de confort où depuis un siècle, les organisations ont fait qu'on nous y a mis. Les artistes, qu'ils l'aient fait sciemment ou pas, depuis l'âge de 10-12 ans, ils sont rentrés dans une zone où le confort, ça n'existe pas. Donc ils ont aussi des choses à nous apprendre avec ça. Et le fait que l'on puisse embarquer sur des temps longs, sans limite de navigation Grand Sud, Grand Nord, mais dans les zones tropicales aussi. Parce que ce qu'on va faire, c'est premièrement embarquer des équipes très larges. C'est-à-dire qu'on va pouvoir emporter à bord le matériel qu'il faut, les espaces qu'il faut pour travailler, et des équipes de 25-28 personnes.
long que ce qu'on fait effectivement aujourd'hui, et que l'on puisse arriver à travailler à bord, parce que c'est important de se retrouver ensemble sur les lieux, c'est encore plus important de produire ensemble, donc réintégrer en mer les espaces de laboratoire que les uns et les autres on a plutôt à terre traditionnellement. Et donc ça aussi c'est vraiment important. Si on veut que la promiscuité, que la vie ensemble crée du lien et produise autre chose que juste une simple addition de sciences mises ensemble, il faut que ce travail-là il soit vraiment initié en mer. Donc c'est ce qu'on va arriver à faire ici. Et puis effectivement on a parlé de ces écosystèmes. C'est plutôt travailler à partir des écosystèmes larges que de la problématique d'une espèce ou d'un vrai impact. C'est aller vraiment sur des écosystèmes très larges. On a des écosystèmes qui s'ouvrent aujourd'hui, dans le Grand Nord entre autres, dans le Sud qui sont protégés. On a des écosystèmes qui sont en mutation très profonde. Et ces écosystèmes-là, si on ne les voit pas de manière globale et si on ne revient pas année après année, il y a des choses qu'on va perdre sur des temps où ça se passe extrêmement vite. Donc ce qu'on va apporter à bord, c'est travailler ensemble sans problématique de vraies émissions de gaz ou de rejet dans l'eau. Et puisque, on parlait effectivement de ces impacts environnementaux, les impacts environnementaux, ils vont jusqu'au son, parce que le son en mer, c'est aussi important que voir à terre et que l'histoire de lumière à terre. Voilà.